Spécial débat reçoit pour vous une intelligence de mon pays. Moi, je le dis carrément et je le dis d'ailleurs ouvertement tous les jours. Je la suis sur Twitter. Elle a aujourd'hui ses propres cadres d'information. Yabiso News, Yabiso TV, écrit, télé, tout ça, une intelligence très fine avec elle. En tout cas, j'ai vraiment estimé l'appeler aujourd'hui pour parler avec elle de gros sujets d'actualité. Très heureuse d'être avec nous, Élisée Odia. Ben, je suis honorée, je disais au début de cette émission, mais bon, je me sens comme une princesse. Ah, ben vous êtes la princesse de votre père. C'est tellement imposant, c'est comme un trône, et puis du coup, je me sens comme une princesse. Princesse Élisée Odia. La reine. La reine Élisée Odia. Pourquoi le temps de quelques minutes, j'en profite. Élisée Odia, une question assez personnelle. Je vous sens très forte après les attaques, les insultes. Comment vous résistez? Comment vous faites pour résister face à tout ça? Comment je résiste? Deux fois, je me pose cette question. Comment tu résistes? Je prends un peu de recul par rapport à ça. Je lis, mais j'essaie aussi de ne pas trop me focaliser par rapport à tout ce... Parce qu'à côté des insultes, il y a également ceux qui nous encouragent, ceux qui nous conseillent, ceux qui respectent ce qu'on est en train de faire comme travail, ceux qui nous apprécient, ceux qui veulent faire ce travail que nous faisons parce qu'ils nous ont suivis, parce qu'ils estiment qu'on est en train de bien faire. Mais comme je l'ai dit, la perfection, c'est une quête perpétuelle. Donc on essaye toujours de faire de notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes, si je peux dire ça. C'est vrai, il y a des insultes en tant que main. Souvent on est focalisé, on n'aime pas, surtout quand tu es femme. La femme, on est, de par nature, on aime bien quand on nous cajole. Quand on nous complimente, tu es belle, tu es jolie. On est plus habitué à ça. Et j'ai toujours dit que ce n'était pas de notre faute. Pourquoi? Parce que quand Adam a vu Ève, il n'avait pas dit à Ève, tu es... Sinon, quand Adam a vu Ève, la première chose qu'il a dit à Ève, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est-à-dire, Adam a magnifié la femme. Adam a essayé de juste complimenter la femme. Elle n'a pas dit de trucs négatifs. Et je crois que ça nous est resté comme ça. La femme, on supporte difficilement les insultes qui, du reste, sont condamnables si ça fait preuve d'une très mauvaise éducation. Donc, j'essaie de prendre du recul. J'essaie de regarder, je dis, bah oui, quand quelqu'un insulte, c'est qu'il a vraiment un sérieux problème avec son éducation. Ouais, je le dis. Quand on insulte, on a un sérieux problème avec son éducation. Et ça, je l'ai dit récemment également dans une émission, on ne peut pas confondre la critique et l'invective. La critique, c'est un art. Ça s'apprend. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une critique littéraire. Les livres Bimi, on fait la critique littéraire. Critique de film, c'est film, un flop, un flop. Il y a des critiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des études pour faire ce métier-là. La critique, c'est tout un art. L'invective, c'est juste faire d'une très mauvaise éducation. Donc, il y a moyen de reprocher à quelqu'un sans pour autant l'insulter. Donc, j'essaie vraiment de prendre du recul, de regarder et puis voilà, de réagir aussi à ma manière. Ben, je crois que j'essaie toujours de réagir soit par le silence, soit avec cette élégance, toujours sans pour autant faire ce que les autres font. C'est-à-dire, je ne réponds pas par l'insulte. Vous m'insultez, je ne veux pas vous insulter. Merci à papa et à maman pour cette bonne éducation. Merci à eux, en tout cas, pour ce travail abattu. Deux fois, on oublie que de remercier nos parents, c'est pas facile. Ah, là, je rends hommage à mon père, à ma mère, à tous ceux qui m'encadrent, parce que c'est vrai, je n'évolue pas en électron libre aussi, parce que je me fais interpeller, je me fais toujours tirer les oreilles. Élisée, n'oublie pas qui tu es, d'où tu viens, essaye de te rappeler, voilà. Donc, tout ça là, j'ai toujours vraiment des personnes très importantes qui sont toujours là avec moi, qui me disent, qui se constituent vraiment en garde-fou pour à chaque fois me rappeler à l'ordre s'il m'arrive de déraper. Un nom de famille je porte un nom de famille, j'ai une grande responsabilité. Voilà, tout cela, il y a mes enfants. Ce qu'on oublie souvent, on est l'image de nos parents. Ce que nous faisons reflète nos parents. On a tendance de fois à l'oublier aussi. Non, il faut qu'on le rappelle de temps en temps. Donc, et nous, au-delà des parents, maintenant, il y a toute une communauté, il y a des gens qui nous suivent. On a cette obligation-là d'être vraiment, de faire honneur, d'être de référence. Et on essaye, mais c'est vrai, tout ce qui insulte, oui, ça fait mal et après.
De temps en temps, il faut comprendre les gens qui font du pétage aussi. Bah oui, ça arrive. Oui, on arrive. Non, mais aussi, à certains moments, on se dit, mais il y en a marre. Il y en a marre aussi. Il y en a marre. Moi, je comprends. Je comprends ceux qui, à un certain moment, se disent, non, mais il y en a marre, il faut que ça arrête. C'est facile d'être derrière ton écran et de commencer à insulter. C'est beaucoup trop facile. Trop facile d'ailleurs. Beaucoup trop lâche aussi. Moi, je l'ai d'ailleurs dit carrément que ce sont des lâches. C'est beaucoup trop facile. Il est là, il ne faut pas insulter. Il faut venir dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Bah, tu n'es pas d'accord. Pourquoi? On échange et on évolue. Élisée Odia, vous venez de Dubaï. La dernière invective que j'ai entendue sur vous, vous êtes une menteuse. Beaucoup l'ont dit carrément. Moi, je ne mâche pas les mots parce qu'on vit sur Twitter, Facebook et ailleurs. On a dit que vous avez dit quelque chose et les gens m'ont dit que ce n'était pas vrai. Vous avez dit que le flyer, ce qu'on avait exposé sur Fachi City, vous avez dit qu'ils n'avaient pas vu ça. Et quelques minutes après, quelques heures après, les gens ont sorti des photos pour dire que voilà, ce flyer se trouvait bien là. J'ai Élisée Odia avec moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je n'insulte pas. Je ne traite pas quelqu'un de menteuse. J'essaye d'avoir la vérité à la source. J'ai Élisée Odia avec moi. Élisée, c'était quoi? Est-ce que ce flyer n'était pas là? Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Ou vous avez inventé une histoire pour faire plaisir, je ne sais pas moi à qui? Non, mais je veux réaffirmer encore et encore, et je ne serai contredite par personne, que ce flyer, ce backdrop, Fachi City, n'était pas dans le pavillon congolais à l'Expo Dubaï. Je le dis, je le confirme, je le raffirme. Je le confirme et je persiste et je signe. Quand il y a eu le débat autour de cette question, en fait, moi, j'étais à Dubaï. J'ai fait des reportages et pour la Radio Top Congo et pour mes différentes plateformes. Et j'ai fait un élément justement pour présenter le pavillon congolais à Dubaï. Ceux qui me suivent l'ont certainement vu. Alors quand je me réveille, je dis ok, je vois le débat, en fait la polémique autour de ce backdrop. Je dis oh mais attends, est-ce moi ou backdrop de Fachi City, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas. Parce que vous avez sillonné tout. Je sillonnais, je dis à quelqu'un qui m'a dit, je dis le pavillon congolais, c'était pas non plus un pavillon immense, labyrinthe, genre tu vas te perdre. Le pavillon congolais était réparti, je crois, en 4 ou 5 compartiments, divisés en quelques secteurs. Il y avait le secteur des ressources minières, la culture, c'était tout ça. Donc, dès que vous entrez, vous avez l'espace réservé à nos différentes ressources minières. C'est que nous avons comme potentialité, bien évidemment, cobalt, coton et trucs, on a exposé. Et ensuite, vous avez l'espace un peu, tout ce qui est culture. Nos masques, le masque Pende, vous avez vu, il y avait la photo de Kimbangu. Et ensuite, un peu plus loin, il y avait aussi un coin où on avait parlé de la forêt de la RDC, parce que vous savez que notre forêt, c'est également, ça fait partie de notre potentialité. Mais après, vous avez un peu la grande partie culturelle, avec les œuvres d'art, mais également, j'allais dire, les photos, les effigies de nos artistes musiciens. Donc, et puis vers la sortie, vous avez ce petit coin-là où il faut acheter peut-être la boutique de souvenirs. On avait exposé certains produits également. Made in Congo. Made in Congo. Donc c'était ça. Moi, je juste dis aux gens, je me devais de rétablir la vérité. Il n'y avait pas un backdrop Fachi City dans le pavillon congolais. Et je dis à ceux qui disaient qu'il y avait ce backdrop-là, qui nous disent dans quelle partie du pavillon congolais se situe ce backdrop. Et puis c'est tout. Il ne suffit pas de venir, voilà, de faire des invectives et dire non. Je dis ok, peut-être que je n'ai pas bien vu. Mais ceux qui ont bien vu, qui nous disent dans quelle partie du pavillon congolais se situe. Mais les photos ont été quand même publiées, d'autres ont publié les photos avec moi j'oppose à ce genre-là. Moi, selon mes informations, ce photo-là, c'était déjà pas le pavillon, ça n'a rien à voir. Antidaté. Mais ça s'est trouvé quand même là-bas à un moment. Non. Il y en a qui disent vers le mois d'octobre passé. Non, en tout cas, moi je sais que, en tout cas, ça ne ressemble à rien au pavillon congolais. Quand j'ai vu les photos de Fachi City avec notamment le ministre de Commerce extérieur, le pavillon congolais n'était pas comme ça. Peut-être qu'il y a eu. Vous savez quoi, moi je veux vous dire, madame, Fachi City, c'est un projet qui existe.
Moi, j'ai eu à traiter un élément sur Fachi City. C'est un projet, je crois, piloté par le ministre Guy Luando. Ça existe. Okay. Même maintenant, quand vous avez un projet comme ça, vous avez besoin de partenaires. Donc, on ne peut pas interdire à un gouvernement qui a un projet d'aller courir vers des partenaires pour essayer d'exposer et attirer le partenaire à investir. Ce n'est pas une faute. Alors, on peut discuter sur l'opportunité ou pas de ces énièmes projets au regard d'autres projets qui n'ont pas encore abouti. Ça, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas interdire à un gouvernement, à quelqu'un qui a un projet de l'exposer, que ce soit à Dubaï, que ce soit ailleurs, pour dire écoutez, nous on a un projet dans notre pays et on aimerait bien avoir des investisseurs, si c'est le cas avec Fachi City, mais dans ce cadre-là, on a essayé de présenter le projet Fachi City comme un projet, comme un backdrop qu'on a posté, qu'on a présenté dans le pavillon congolais. Honnêteté intellectuelle oblige, je me devais de rétablir quand même la vérité parce que j'étais là, je n'étais pas la seule. Posez la question à tous les journalistes qui étaient là, ils vous diront qu'il n'y avait pas ce backdrop. Quand vous parlez des journalistes, Élisée Odia, il y a eu une polémique dernièrement ici, on a dit qu'il ne devait pas avoir certains journalistes à Dubaï, on a cité des noms, on a même cité votre nom. Ouais. Pourquoi Élisée Odia est allée à Dubaï? Parce qu'elle ne fait que critiquer le chef de l'État. Pourquoi elle doit aller? C'est notre pouvoir. Vous ne devez pas emmener Élisée Odia, Yves Bouya. Mais qui leur a dit, que voilà, donc comment Élisée Odia se retrouve à Dubaï? Mais qui leur a dit que déjà Élisée Odia a été emmenée par la présidence ou par quelqu'un? C'est aussi ça le problème, qui leur a dit ça. Ok, là c'est déjà la première hypothèse. Donc c'est-à-dire quand avant de tirer sur quelqu'un, d'invectiver, posez-vous la question, elle est allée comment et dans quel cadre? Peut-être qu'elle s'est acheté son propre billet, vous n'en savez rien. Et ce ne serait même pas la première fois que je le fasse. Il m'est arrivé, je donne une petite anecdote, il y avait à l'époque de la Mouka où il fallait changer, par exemple, il fallait qu'il y ait un changement de président de la Mouka, ça se passait, je crois, à Lubumbashi. Je dis, mais attends, ça se passe ici, je peux aller là-bas et couvrir. Personne n'a payé pour moi le billet. Et je n'étais pas la seule, on était plusieurs journalistes à avoir payé leur billet, on a payé notre logement. Donc ça ne peut pas être un truc exceptionnel. Ne sont pas si pauvres que ça. Donc on n'est pas si c'est vrai qu'on est dans un pays... en principe, ça devait être des rédactions qui emmenaient, mais bon. Moi, je suis quand même à la tête également d'une rédaction. On essaie de se battre dans ce travail. Donc, il y a cette hypothèse-là qu'il ne fallait pas négliger. Il faudrait d'abord savoir comment elle y est allée. Deuxièmement, moi, Élisée Odia, je suis journaliste. Si quelqu'un, que ce soit membre du gouvernement, je dis l'exemple de... Puisqu'on parle du président de la République, nous sommes allés avec le président de la République à Bunia. Je me rappelle d'ailleurs dans quel... Nous, on a pris l'Antonov. Je regardais la caméra. Nous sommes arrivés au pied de l'avion. On nous a donné, on était une dizaine de journalistes. À l'heure qui nous avait été indiquée par les gens de la présidence, pour l'avion qui est affrété. Nous arrivons là-bas, on voit l'avion en train de faire le taxi. Wow. Si c'était un seul journaliste, on allait comprendre. Mais nous étions une dizaine de journalistes locaux, tout comme journalistes internationaux, en train de faire le taxi. On a dit, il y a eu un problème, on ne peut pas induire une dizaine de journalistes en erreur, soit ça a été fait sciemment. Là n'est pas le problème. On s'est dit, maintenant on nous a dit, oui, la seule option qui vous reste, c'est prendre l'Antonov qui est arrivé là. Oh, moi je ne vais pas prendre ça. Hein. Moi j'ai déjà pris l'Antonov 2 fois. Moi je voyage avec ça sous le 1+4 avec Jean-Pierre Bemba, l'Antonov de Jean-Pierre Bemba. C'est pas facile, hein, l'Antonov. C'est pas un honneur que de dire que vous avez pris un avion Antonov, parce que facile, les gens oublient, c'est le même avivion qui en rentrant a fait un crash. Ah, c'était cet avion. C'était le même, c'était cet avion-là. Nous, on a pris, on a dit non, c'était la première fois que le président de la République allait donner l'interview aux médias, aux journalistes locaux. On a dit, il nous restait que l'option de Antonov, si on veut aller à Bunia. Moi et Rachel Kitita avons pris cet avion en premier. Photos, hein. Nous sommes montés à bord. C'est-à-dire, ce sont nous les femmes. Nous sommes montés à bord. Et les hommes ont suivi après. Les hommes ont suivi après. Les hommes ont suivi après. Nous sommes montés à bord. On dit, on prend. On est montés. C'était dans une ambiance bon enfant. On a voyagé avec le véhicule blindé du chef de l'État. Là, les gens, ils ne parlaient pas.
Non, c'était pas plat. Moi, je ne me suis jamais plainte. Non, pour moi, c'était une expérience. Le métier aussi. C'était une expérience. Et on était là, j'étais avec mon vieux fidèle Moussango, Pasteur Ligodi, Israël Moutala, Eric Ombago. Pour nous, Stani Boujaka. Pour nous, c'était. On a fait ça bien avant. Mais voilà, c'est-à-dire c'était une expérience, mais on n'a pas voulu, on a dit, on ne voulait pas au président de la République. Nous, ce qu'on voyait, c'était le travail qu'on allait faire à Bounia. C'est-à-dire, on allait interviewer le chef de l'État, ça allait être une première pour nous. Et là, les gens, ils ne parlaient pas. Quand ils disent, mais nous, on a accompagné le chef de l'État. Et oui, le maire dit, j'accompagne le chef de l'État. S'il estime que vous le critiquez tout le temps, c'est leur pouvoir, vous n'avez pas le droit d'avoir les privilèges de ce pouvoir. Non, il n'y a pas de privilège, ce n'est pas un cadeau qu'on me fait. Ce n'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau qu'on me fait. J'ai le droit de critiquer. Ils ont le droit de me critiquer, j'ai le droit de critiquer les autorités, les personnalités de ce pays et je le fais sans invectiver quelqu'un, sans insulter quelqu'un. La preuve, j'ai toujours dit aux gens, ça fait presque 15 ans que je suis dans ce métier, vous me verrez jamais, je n'ai jamais été dans un parquet, il n'y a jamais eu une plainte contre Élisée Odia. Parce que j'essaye de faire ce travail selon les règles de l'art. J'utilise tous les genres journalistiques. Là, quand je suis devant un invité, je suis dans le genre interview. Quand je suis reporter, comme j'ai été à Dubaï, je suis dans le genre reportage. Là, vraiment, vous écrivez. J'écris, je n'invente rien. Quand je suis en train de faire mes analyses, c'est un autre genre journalistique. C'est ça que les gens oublient souvent. Non, mais c'est parce que les gens, vous savez, on est dans un métier, on nous dit, tout le monde veut devenir journaliste. Moi, je dis, tu veux devenir journaliste, il faut aller dans une école de journalisme. Et vous trouverez tout ce genre-là. Donc, j'utilise mes différentes casquettes de journaliste et je l'assume. Et je le fais sans invectiver qui que ce soit. Ok, voilà. Le message est passé. Nous revenons chez nous. J'ai tweeté dernièrement, puisqu'il y a aussi quelque chose qui enfle, on a dit, nous les journalistes, nous ne devons pas attiser les choses, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais moi, j'aurais posé la question autrement, puisque nous devons sauver la cohésion nationale. J'ai posé la question, et je sais qu'Élisée Odia y a répondu dans notre forum. J'ai demandé carrément si on devait enlever dans les prochaines pièces d'identité, parce que le Premier ministre nous a dit d'ici 2023, nous aurons tous notre carte d'identification. Vraiment, c'est pas la carte d'électeur, mais la carte d'identification, pièce d'identité, comme on dit. Doit-on enlever secteur, territoire et province pour sauver la cohésion? Maintenant, je sais déjà votre réponse, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez, pour vous, c'est une façon de sauver la cohésion nationale, Élisée Odia? Non, poser de cette façon, ce ne sera pas une question de sauver la cohésion nationale, qu'il ne faut pas qu'on se leurre, est en danger. Le pays, je me rappellerai toujours de ce tweet que je fais déjà en 2019 où je mettais en garde en disant attention, on s'achemine vers l'exacerbation du tribalisme, du communautarisme ici. Parce que moi je sentais déjà ces velléités là, je sentais déjà qu'il y avait des trucs pas très corrects, pas très nets qui commençaient à se faire, à se dire. Et déjà en 2019, c'est-à-dire au lendemain d'ailleurs de la prestation du serment du président de la République, j'alertais sur ce phénomène qui prenait de l'ampleur. À partir de là, moi, Élisée Odia, en tant qu'individu, en tant que journaliste, je m'étais dit, Élisée Odia, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, en tant que journaliste, moi, je ne publie pas les communiqués genre nos communautés telles soutenant. Même si votre cause est noble, même si votre cause est juste, moi, je ne publie pas sur mes différentes plateformes. Je ne traite même pas un papier où on me dit c'est la communauté telle qui a envoyé. Je ne fais pas ça et j'avais écrit ça également. C'est-à-dire je décidais, pourtant, ce n'était pas des propositions sur ça qui manquaient. Hein. Les gens venaient avec des communiqués sur ça pour dire on va te payer. En fait, je dis non mais je préfère perdre l'argent, mais essayer d'agir, essayer de faire taire quand même ce communautarisme-là. Les faits sont les faits. Les faits n'ont pas de tribu. Les faits n'ont pas de couleur. Les faits n'ont pas d'origine. Non, non. Les forfaits sont des forfaits. Ça n'a pas de couleur. Et moi, je le voyais venir. C'est-à-dire, on ne peut pas, rien qu'en enlevant ces différentes mentions dans nos cartes d'identité,
faire taire la cohésion, faire taire le tribalisme, le communautarisme. Le mal est plus le problème est plus profond que ça, le mal est profond et on doit aller au-delà. Élisée, est-ce que nous avons déjà une nation? Parce que nous réfléchissons en tant qu'intellectuels, j'ai une intellectuelle avec moi. Beaucoup disent que la RDC n'est pas une nation, nous sommes une juxtaposition des tribus et d'ethnies, liées par le sort. Mais ça fait de nous une nation, moi je reste. Est-ce que ça fait de nous automatiquement une nation? Mais est-ce qu'on est le seul pays à avoir autant de tribus? Moi, je pense, Élisée aussi, nous, quand même. On a au moins 425. Est-ce qu'il y a d'autres nations, d'autres pays qui ont autant de tribus mais même que nous? si, déjà, je me pose cette question, est-ce qu'on est le seul pays à avoir autant de tribus? Mais c'est ça, je ne pense pas. Mais maintenant, même si on était le seul pays à avoir autant de tribus, mais c'est justement cette différence-là, cette multiplicité de tribus qui fait et qui doit, en fait, faire de nous une nation. Nos différences ne peuvent pas faire de nous, voilà, des gens qui se regardent en chien de faïence. Bien au contraire, nos différences doivent devenir des forces et faire de nous une nation avec une cohésion assez intrinsèque. Donc c'est ça, le problème, ce n'est pas tellement des mots qu'on utilise, ça et là, nation, pays, non. C'est-à-dire, on est différents. On est différents par nos peaux. Vous n'avez peut-être pas la même peau que moi. Est-ce pour autant que vous n'êtes pas congolais? Vous l'êtes. On a des Congolais qui sont un peu plus sombres, d'autres un peu plus clairs, d'autres avec un nez, voilà, d'autres avec un nez. Je disais encore dans une émission une sorte d'anecdote. Quand j'étais à Goma en 2010, quand c'était la fin de l'opération, et je l'ai toujours dit, au Mojawe et tout avec le Rwandais, mais on m'a pris pour une Rwandaise. Moi, on me prend carrément pour une Rwandaise. On m'a pris pour une Rwandaise. Alors, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus centriste que moi, parce que mon père, ma mère, ils viennent du centre. Mais on m'a pris pour une Rwandaise. Et du coup, c'était pratiquement impossible pour moi de sortir seule. Parce que, voilà, mon visage, pour certains, laissait présager que j'étais... De l'autre côté. De l'autre côté, non. Moi, je crois que ces genres de débats, vous l'avez dit tout à l'heure, on doit essayer de... par notre façon de présenter les choses, par notre façon de présenter... Élisée, est-ce que c'est vrai que vous êtes intelligente? Quand une journaliste parle, si vous ne la coupez pas, elle va parler. Ouais. Est-ce que n'essayons pas peut-être de faire de l'autodérision, de banaliser certains faits? Le chef de l'État, je me rappelle, au Kasaï, a parlé de Machiamoumé. Oui. La princesse qui était ici avec nous il y a quelques semaines a parlé de l'art culinaire des Balouba. Moi, je ne mange pas les mots. Le chien, que le Balouba mange les chiens. Je sais que Élisée m'avait appelé, on avait une discussion très franche. Ouais. Est-ce que le fait de parler de cet art culinaire, est-ce que c'est une victimisation? Est-ce que c'est on pointe les yeux? Parce que les Chinois aussi mangent le chien. Est-ce que ce mal de dire à Élisée, les Balouba mangent le chien, moi, du Kouilou, je mange le Nindindi? Est-ce que c'est une forme d'insulte ou c'est une forme de victimisation en fait? Moi, je dirais ne banalisons pas, sinon ne faites pas de l'autodérision nous-mêmes. Est-ce que cela n'exacerbe pas aussi cette division-là? Vous avez vu, en parlant de l'autodérision, je veux revenir à votre question. Je vous en prie. On a suivi, nous tous, la remise des Oscars. Vous avez vu ce que Will Smith a fait à Chris Rock? À Chris Rock. C'est-à-dire, on doit tenir compte de différents contextes. Vous savez pourquoi il a frappé? Parce que c'était... Chris Rock pensait faire une blague sur la femme de Will Smith. Mais il ne savait pas que la femme de Will Smith était réellement malade. Était réellement malade. Souffrait d'alopécie, en fait. Donc, on est dans des... À l'ère où il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit dire, quand le dire, comment le dire, de quelle manière le dire aujourd'hui. Chris Rock n'avait peut-être pas tort, il faisait de l'autodérision, c'est d'ailleurs son travail, c'est un humoriste. Elle a comparé avec le film de... J'ai oublié le nom de... Arme fatale d'ailleurs. Ouais. Donc, on est dans ça. Mais vous savez comment Will Smith a réagi? On n'encourage pas aux gens de taper, on est contre la violence. Mais il y a des choses comme ça qui, quand ça touche intrinsèquement à la personne, on parle ici chez nous de pétage. Okay. Si vous n'avez pas assez de maîtrise de soi, il y a ce pétage. C'est ce à quoi on assiste. Moi, je refuse. Et je vous ai dit, quand on a eu à parler, Madame Potelette, je suis contre la généralisation des choses. Poser des problèmes en termes de généralité, je m'inscris en faux. Vous avez dit, il y a des loubas. Non, il y a certains loubas qui mangent.
Ça, c'est de un. Tout comme il y a des Chinois, tout comme il y a des trucs qui mangent entre guillemets les chiens, on va le dire. C'est une viande comme tout autre, parce que la chèvre aussi chez les autres, c'est... Tout comme il y en a d'autres, moi je suis pas louba, le singe et tout ça. Je suis louba, je ne mange pas le chien. Et d'ailleurs, on vous dira que les loubas, les lois du Kasaï... Est-ce que c'est une insulte? Alors, non, je vois pourquoi je dis la manière de le dire. Manger le chien, pourquoi je commençais par dire généraliser. Ok, d'abord généraliser, c'est pas bon. C'est pas bon. Et la manière de le dire. La manière de le dire. Okay. Et ça, c'est honte. Quand quand vous dites ça de manière à réduire ces gens-là à ça, quand vous le dites avec mépris, c'est ce que vous avez ressenti face à... Je ne dirais pas vous, parce que moi, je n'interviens pas en tant que louba, je suis désolée. Je le dis sur mon En tant qu'humain, en tant que... Non, en tant que Congolaise. En tant que Congolaise. Je le répète. Voilà pourquoi je parle... En général. Déjà, il y a des généraux. Vous avez parlé de 435 ou bon, on ne sait même plus combien on est. 37 tribus, dans le truc comme ça. Donc, chaque tribu a ses spécificités, ses particularités. Voilà pourquoi je parlais de la manière. Il y a une manière de dire les choses. Tout comme il y a une manière de faire une remarque ou une reproche. Quand vous le faites, quand ça s'est senti, quand c'est perçu comme du mépris, ça crée du repli. Ok. C'est en fait ça, c'est que je dis. Je sais que vous avez... certains ont compris. En tout cas, on reste dans certains ont compris ça comme ça. En ressentissant. C'est-à-dire quand vous formulez certaines remarques avec du mépris, ou présenté comme avec du mépris, ça crée du repli. Ok. Quand on dit par exemple Élisée Odia, construit, nous aujourd'hui nous débattons comme intellectuels, à froid, sans passion. Vous avez suivi Élisée Odia, sans passion, sans émotion. Quand on dit par exemple Élisée Odia, construisez chez vous. Qu'est-ce que vous... Quelle est votre analyse de cette phrase? Est-ce aussi du mépris? Est-ce que c'est pas une façon de dire aux gens, attention, nous tous nous avons nos origines, faisons en sorte qu'Élisée, par exemple, c'est vrai que vous êtes né à Kinshasa, vous avez grandi à Kinshasa, mais vous avez une origine quelque part. Chez nous, la tribu est liée à la terre. Est-ce que c'est pas une façon aussi de nous dire, de nous conscientiser, de dire, Élisée, Paulette, ce serait mieux d'avoir peut-être même une petite bicoque dans ton secteur, dans ton territoire ou ailleurs? Je ne sais pas, on réfléchit vraiment en intellectuel. Parce que l'arrière-pays, c'est aussi à nous. C'est notre pays. Kinshasa, ce n'est pas la RDC. Nous avons peut-être tendance, Élisée, à nous focaliser qu'à Kinshasa parce que nous disons que nous sommes des Kinois. C'est vrai. Mais je suis né quelque part. Non, pas que je suis né, mais j'ai des origines. Ma terre, la terre des Yansi, se trouve quelque part. La terre de, je ne sais pas, votre tribu, se trouve quelque part. C'est peut-être... Voilà. Donc, c'est une façon peut-être de nous dire, Élisée, attention, ce serait mieux que tu aies une maison à Kinshasa et aussi une maison dans la terre de tes ancêtres. Je reviens... Je réfléchis peut-être comme ça. Je reviens et je crois que là, vous me permettez. Vous allez me permettre de parler également en lingala. Oui, il n'y a pas de souci. J'espère que l'émission, c'est pas français jusqu'à la fin. Si vous voulez, mais c'est spécial débat en français, mais si vous voulez vraiment... Je voulais... La question est quand même importante quand même. On pourra faire... Vous pouvez parler en lingala, il n'y a pas de problème. Je commençais par dire tout à l'heure la manière de dire des choses. Le contexte dans lequel vous dites la chose. Je suis sur Twitter, j'ai vu la campagne « Construisez chez vous ». Mais ça intervient dans quel contexte? Ça peut être quelque chose de bien. C'est fondé, il faut qu'on construise chez nous. Il faut que chacun construise chez lui. Et encore, il faut que les uns et les autres nous définissent c'est où chez toi. Mais c'est écrit dans la carte d'électeur. Ah, non, c'est pas moi, ma carte d'électeur, c'est écrit, moi j'habite, voilà, j'habite... Non, mais quand tu écris secteur, territoire... Mais justement, c'est pas seulement chez moi, vous avez dit moi, mais vous êtes quinoise et vous avez... mais chez moi, c'est à Kinshasa. Donc l'arrière-pays nous... Non, mais voilà pourquoi, on y arrive, madame. Ok, je vous en prie. C'est-à-dire, encore qu'il faut que les uns et les autres nous définissent, c'est où chez soi. Chez soi, en fait, ok. Est-ce que si je suis née à Kinshasa, Kinshasa n'est pas chez moi? Ok. Il faut qu'on sache. Quand vous dites construisez chez vous, c'est bien, mais c'est où chez moi? Madame Paulette, c'est où chez vous? C'est à Kinshasa et donc, à Mikui ou à Bulungu. Donc si je construis à Kinshasa, est-ce que je commets un péché? Est-ce que cela vous empêche de construire aussi ailleurs? Justement, on y avance, on avance. Donc, il y a déjà cette problématique-là. Il y a le contexte. Pourquoi on a commencé à dire cela?
on ne va pas se mâcher. C'est-à-dire c'est parti de cette polémique-là, cette guéguerre autour de Kasaïen Katangé. Ok. J'aime pas trop parler de ça, mais... Bon, il faut qu'on en parle, puisqu'il y a un peu là, on ne peut pas mettre le pansement, il faut qu'on enlève le peu là. On dit, il y a certaines personnes qui disent les Kasaïens ne construisent pas chez eux. Oui. Ils n'ont pas tort. Ceux-là qui disent que les Kasaïens ne construisent pas chez eux n'ont pas tort. Ceux-là qui diront également que les gens du Bandundu ne construisent pas chez eux, ils n'auront pas tort. Moi, je l'ai dit carrément d'ailleurs. Quand je t'ai ils n'auront pas tort. Je l'ai dit carrément. Ceux-là qui diront que les Équatoriens n'ont rien fait chez eux, ils n'auront pas tort. C'est encore pire les images. Hein. On peut même aller dans le Katanga. Même dans le Katanga aussi. Mais est-ce qu'on devrait poser les problèmes de cette manière-là? Comment poser ça, madame? J'ai une intellectuelle avec moi. Comment poser la question? On ne pose pas, on veut, si on n'est pas encore une nation, mais on veut devenir une nation, un pays. On ne pose pas des problèmes en termes d'individus. Il y a deux fois, après je mets des contextes. Quand on veut parler nation, on ne pose pas des problèmes en termes d'individus. Tel a construit un immeuble, comme on commence à avoir des challenges. Moi, je peux vous dire, quand on va au Kasaï, je peux dire quelqu'un comme Sessanga a construit dans le Kasaï, une maison à Kananga, une maison chez lui à Luisa, et une maison chez lui dans un arrière-pays. C'est un Kasaïen, il a construit. Bravo à lui. Il n'est pas le seul. Je vous dirais quelqu'un comme John Tumba a construit chez lui. C'est qui John Tumba? C'était un ex-ministre, vous ne voyez pas. On parle de Papa Maurice, excusez-moi, je l'appelle Papa Maurice, c'est mon papa. Il a construit, on parle aujourd'hui de Gloria, mais ce sont des Kasaïens qui ont construit. Ok, chez eux. Je vais dans le Bandundu, j'y étais récemment à Kenge. Je cherchais la maison de Kimbuta, je n'avais pas vu. J'ai cherché la maison de Bosso, je l'ai vu, mais il est en plein travaux rapidement parce que... Mais j'ai vu les gens, certains autres privés, Jonathan Bialoussouka, il a construit l'hôtel où nous étions à Kenge pour le lancement de travaux pilotes de... Avec le Premier ministre. Le Premier ministre. Mais les gens ont dormi dans l'hôtel de qui? De Jonathan Bialoussouka. Il a construit. Ok, on est là. C'est-à-dire, on peut construire chez soi, il y en a qui le font. Mais est-ce que c'est suffisant pour arriver à développer un pays? Non. Il faut penser une vision globale, pas une vision individuelle. Là, on peut citer plusieurs individus, comme on le voit. Tel a construit chez lui. Mais est-ce que la pauvreté, a fini chez lui? Il a mis un terme à la pauvreté chez lui. On continuera toujours à parler de manque d'eau dans plusieurs coins de ce pays. Manque de courant, manque d'électricité, manque de route de dessert agricole. Moi, je suis venue en retard aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'eau chez moi. Et chez Élysée, il n'y a pas de quoi les regarder. Je suis bien. J'avais une mission, je dis, madame, courant qui voilà, repassé. Je viens, je me dis, mais je me fais un petit brushing juste au salon. Je parle salon en ville ici. En commune de la Gombe. En Gombe, on commence à faire un petit brushing, il n'y a pas de courant. Non. On doit voir comment on doit poser les problèmes. Quand nous, les élites et les intellectuels. Les élites et nous, les politiques, non, on ne peut pas faire des débats comme les gens de la rue. C'est une expression. C'est une expression, mais excusez-moi de dire. Nous, on doit prendre de la hauteur. Réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire de la RDC une terre où il fait beau vivre? C'est pas mauvais de construire là où est né mon père. C'est pas mauvais. Parce que je viens de là. Mais c'est pas mauvais de construire également ailleurs. On avait nos frères, on les appelait, et puis c'était de la stigmatisation, les voisins Mouzouri. En fait, ce sont les Nandais qui sont venus avec des constructions en étage. En étage. Est-ce qu'il fallait dire à Nandais, non, reste seulement chez toi là-bas, dans le nord Kivu, à l'est, construit. Aujourd'hui, arrivé à Kisangani, on vous dira que ce sont les Nandais également qui font de commerce et tout. Mais ce sont eux qui sont venus avec des constructions, un certain type de construction. Donc, nous, intellectuels, devons faire attention de comment nous essayons de poser certains sujets, faire passer le message. Il y a des constructions, il y a des individus qui peuvent travailler, ça ne va pas développer les pays. Voilà pourquoi moi, je suis beaucoup plus contente de ce que veut faire, j'espère, je ne sais pas s'il arrivera à le faire, le Premier ministre avec
le développement de 145 territoires. Dans le 145 territoires... C'est un programme réalisable, c'est pas utopique, c'est vraiment réalisable. On le verra, on le verra. Moi, je crois qu'il était parti sur une bonne voie. Je ne sais pas pourquoi il y a maintenant un frein, mais c'était plutôt bien parti. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le 145 territoires? On construit des bureaux pour des administrateurs. J'étais également à Kenge 2 ou 1, je crois. Il n'y a pas un bureau pour l'administrateur de territoire. Il n'y a pas d'hôpitaux. Ouais. Alors que les gens mènent une campagne où on est en train de mettre en exergue les biens privés, particuliers des gens. Non, mais moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Ah, oui. Je suis en train de me demander, non, montrez-nous quels sont les hôpitaux que vous avez construits. Quels sont les immeubles, je ne sais pas, les infrastructures, les écoles que vous envoyez. Ça va être intéressant. Ça, c'est un challenge intéressant. J'adhère à ce challenge-là. Vous nous dites, voici les hôpitaux que nous avons construits, voici les routes que nous avons construites, voici les écoles que nous avons construites. On nous lance ce défi. On dit, présentez-nous ça. Présentez-nous ça. Et puis c'est bon, ça c'est un bon challenge. Je vais tweeter ça tout à l'heure. Mais venez nous dire juste, tel a construit un hôtel, tel a construit une maison chez lui. Ben ou tel a construit, mais ça ne veut rien dire. Je veux rapidement aller dans ce truc. Dites, construisez chez vous. Et là, j'ai tweeté encore ce matin, jeudi. Et je vous ai posé la question, c'est où chez nous? C'est toute la République chez nous. Bah ouais. Je suis à l'aise partout. Dans le sud de Bangui, dans le Katanga, dans le Kwilu. Je suis chez moi. Je suis chez moi partout. Et c'est pas chez moi, non, je suis vraiment chez moi. Donc si je remplis le critère de construire dans le Katanga, je construis. Si je remplis le critère de construire dans le sud de Bangui, mais je veux construire. Pourquoi on doit limiter les gens? On dit, construisez chez vous. Moi, je dis, je lance notre campagne au-delà de cet autre défi, rester chez soi aussi. Que chacun rentre chez lui. On laisse rester chez soi au Tekeumbu. Bah ouais, c'est ce que je dis. Si c'est comme ça que les gens commencent à voir les choses, mais restez chez soi, ou restez chez vous. Puisque chez vous, il fait tellement beau vivre. Tout est tellement nickel. Et là, on risque de faire de la... en quoi est-ce que, si on commence à réfléchir comme ça, en quoi est-ce que nous sommes différents d'un certain Eric Zemmour qui demande à nos frères qui sont en France, rentrez chez vous, construisez dans le bled. En quoi est-ce que nous sommes différents? J'ai encore tweeté, je sais que je connais votre réponse. Nommer la territoriale des originaires, Élisée Odia, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de tribalisme? Je l'avais tweeté d'ailleurs. Est-ce que pour vous, Mobutu avait réussi à l'époque à mettre des non-originaires pour renforcer toujours cette cohésion nationale? Parce qu'aujourd'hui, on dit avec les originaires, rien ne marche. Parce que ça crée toujours des tensions. Parce que il se sent, il y a toujours, après ça, il y a tribu, il y a clan, il y a... Non, ça ne va pas. Est-ce que nous ne devons pas réfléchir autrement? Élisée Odia, comme tu l'as dit, tu te sens partout chez toi. Ah oui. Élisée Odia soit gouverneur à où c'est? À Mbandaka ou au sud du Bangui ou même gouverneur au Kwilu chez moi. Mais oui. Pourquoi nous ne devons pas réfléchir aussi autrement et revenir à cette donne de Mobutu? Mais moi, je ne verrai aucun inconvénient par rapport à ça. Mais encore à cela, il faudra ajouter autre chose encore. Il y a la donne éducation qui doit intervenir. Il y a la donne conscientisation, sensibilisation, surtout nous les médias. Parce qu'il ne suffit pas que de dire oui, on ne fait plus la politique de donne originaire pour que tout redevienne, qu'on s'aime. Non. Mais il faut de la pédagogie dès l'enfance. Il faut de la sensibilisation, il faut de la conscientisation. Il y a beaucoup à faire. La politique de non-originaires, c'est une bonne politique. Je crois que c'est la thématique d'une émission que j'ai réalisée qui va être diffusée également tout à l'heure parce que c'est important qu'on parle de... Il n'y a pas de sujet tabou. Vous aviez tout à l'heure dit, en posant une question, vous avez dit le mâcher à Moumène. Mais moi, je lui ai dit c'était des propos tribalistes. Je lui avais dit, je ne le mâche pas. Pour moi, c'était des propos tribalistes. Tout comme je dirais de certains propos tenus par Madame Monongo, il y a eu des propos tribalistes dans ce qu'il a eu à dire. Je ne mâcherai pas des mots. Donc moi, tout propos tribaliste, et je dis, c'est quoi le propos tribaliste? C'est quoi être tribaliste? C'est ça maintenant, c'est construire. C'est quoi le tribalisme? C'est-à-dire juger un individu, pas sur base de son forfait, mais sur base de sa tribu. C'est ça le tribalisme. Pour moi.
Quelqu'un qui vole. Et nommer quelqu'un aussi à base de la tribu. Oui, je peux dire. Mais quelqu'un qui vole, par exemple. Quelqu'un qui vole. Non, mais tu dois le juger comme étant un individu et pas volé. Parce qu'il est ainsi ou pas parce qu'il est bas ou pas parce qu'il est... C'est ça. Moi, ma définition, je suis arrivée à cette définition-là, simple, je sais. Mais c'est comme ça, en fait. Je dis, être tribaliste, c'est juger un individu, pas en fonction de ce qu'il fait. Et le favoriser aussi. Moi, je rajoute favoriser aussi par rapport à sa tribu. Favoriser, on peut dire, mais pas en fonction de ce qu'il fait. Parce que tribaliste, c'est quoi ça? Beaucoup favorisent par rapport à la tribu, Élisée, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais justement, voilà pourquoi je dis par rapport à ce qu'il fait. C'est faire, non? Quand tu favorises, tu es en train de faire. Ça peut paraître comme de filmer. Nous allons terminer. La télé, c'est les temps. Je sais que quand vous écrivez, vous avez tout l'espace, mais nous avons le temps, les temps est limité. Nous allons terminer par les catholiques. C'est la dernière décision de la SENCO, que tout prêtre catholique qui a des enfants, qui abandonne la soutane et qui s'occupe de ses enfants. Et aujourd'hui, de l'autre côté, et beaucoup de pasteurs se bombent les torses et voilà, nous tous nous sommes des païens, nous tous nous tourbons à Ekobo et tout, personne n'est supérieur à l'autre et tout. Élisée Odia, je sais que vous êtes chrétienne, je sais que vous priez beaucoup, vous m'exhortez aussi beaucoup, je le dis souvent. Est-ce que c'est une bonne décision de la SENCO, selon vous? Si ça peut aider nos prêtres à ne plus être, hypocrite. Moi, je me dis, voilà, je crois que l'Église catholique, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, toutes nos églises sortent un peu de l'Église catholique et tout, mais est en pleine réforme avec tous les cas de pédophilie qu'on a eu à signaler ça et là. Mais je me dis qu'il est temps de réformer vraiment en profondeur. C'est vraiment mon point de vue. Je me dis qu'on peut être serviteur de Dieu et ne pas être astreint à certaines choses. Si ça peut vous aider à pas bien faire le travail le service de Dieu, il faut essayer de voir comment on peut casser ça. Le vœu, et c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais justement, on peut même revoir le vœu. 2 ou 3 fois, on pose la question que vous voulez vraiment. C'est pas une obligation. On les oblige pas arme à la main. Justement, je sais, mais il y a si ce vœu-là favorise une certaine hypocrisie, il n'y a pas moyen de casser ce vœu-là. Je dis si. Ça peut être parmi les réformes. L'Église restera l'Église. La première mission de l'Église, c'est ramener les âmes à Christ. C'est le royaume des cieux. C'est ça la première mission. Peut-être qu'ils ont suivi les paroles depuis Paul, Pierre. Si vous faites un choix, oui, voilà, si vous voulez vraiment bien. Justement, c'est vrai. Voilà. Justement, ça doit interpeller ceux qui veulent devenir prêtres également, parce que tu sais que c'est un engagement. C'est un vœu que tu fais de piété, de trucs. Mais quand toi-même aussi, de chasteté, mais quand toi-même tu te dis non, je ne veux pas, je n'arriverai pas, prends aussi le courage de dire non, je quitte. Et non jouer double jeu. Non jouer double jeu. Donc il y a des parts et d'autres, et de la part des aspirants, ceux qui veulent devenir prêtres, ou sœurs également, et de la part de l'Église, l'Église catholique en général, de voir quelles sont les réformes qu'on peut faire justement pour mettre terme à une certaine hypocrisie qui caractérise souvent ces gens. En tout cas, permettez-moi, donnez-moi 5 minutes, vraiment 5 minutes, parce que je pourrais, j'ai Élisée avec moi, en tout cas, donnez-moi 5 minutes. La réaction de notre gouvernement par rapport à ce qui s'est passé à l'Est tout dernièrement, avec notre lead en communication de l'armée, ça a créé une communication assez floue. Et beaucoup disent aujourd'hui que la RDC courbe toujours les chines face au Rwanda. Quand le Rwanda tonne, quand le Rwanda gronde, eh bien nous courbons les chines, nous courbons le front. Et vous le savez qu'on a changé de lead de communication à l'armée. Est-ce que cette communication-là ou ces décisions-là ne démotivent pas un peu les troupes sur le terrain, Élisée Oudia? Ça, c'est toujours le grand problème. En tout cas, la communication depuis l'arrivée de l'actuel régime, que ce soit sur le plan politique, les questions économiques, on le voit avec cette pénurie de carburant. Et on l'a vu récemment aussi avec cette histoire dans l'Est quand même. C'est clair, la cacophonie. Si ça démotive, moi j'ai tweeté, je l'assume. Je dis non, ça ne pouvait pas se faire comme ça. L'armée, c'est un officier de l'armée qui a cité nommément. On estime qu'il y a une chaîne de commandement et qu'il y a eu un aval de sa hiérarchie. Exactement. On ne peut pas en l'espace de quelques heures
venir dire le contraire et nous brandir. Non, moi je ne suis pas pour une politique où on doit à chaque fois regarder le Rwanda comme étant des gens, en fait le Rwanda comme un pays, je suis en train de chercher le mot. Frères et amis. Ben, c'est ça. Voilà ma communication. Ça, c'est la proportion de ma communication et je vous le révèle ici. Il faut faire le distinguo entre le Rwandais et le régime Kagame. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis rwandais. On ne va pas, et ça revient peut-être à ce que nous avons dit ici. Exactement. On ne va pas déplacer le Rwanda ni le Rwandais. Tout comme on ne dépassera pas les Kassaïens, les Katangais. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? C'est créer quand même des passerelles pour faciliter le mieux vivre ensemble. Mais ce qu'on doit extirper de nos communautés, ce sont des extrémistes, des gens à des visées hégémoniques, de gens qui veulent vraiment se sentir comme s'ils étaient les rois. Ce sont des personnes comme ça qui doivent devenir, j'allais dire, allez, nos ennemis. Notre Rwandais et Congolais, on y va, on fait des échanges, on se parle, on s'échange, on se marie d'ailleurs entre nous. Parce que d'ailleurs, le cœur, là, il ne va pas te dire... non, quand il aime, que tu sois Rwandais ou que tu sois Congolais ou pas, il va aimer. Mais il faut faire attention à certaines personnalités qui ont des visées hégémoniques et qui se servent des populations pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Et moi, je dirais dans la communication, on le voit avec la guerre en Russie. Comment est-ce qu'avec la communication de Zelensky, il arrive à dissocier la communauté russe, ou arrive à dissocier les Russes du régime de Poutine. On doit arriver à ça. On doit arriver à mettre en place une communication comme ça pour qu'on arrive à dissocier les Rwandais du régime, de l'actuel régime qui est au niveau du Rwanda. C'est pas tous les Rwandais qui soutiennent aussi. Non, mais c'est même pas tous. D'ailleurs, une grande majorité, beaucoup ont étudié ici. On parle de l'actuel ambassadeur qui a étudié ici, le Rwanda, Kariga, qui a étudié ici, à Lubumbashi. Donc, beaucoup ont étudié ici, beaucoup des Congolais ont vécu au Rwanda. Donc, Chantal Bitegnon, c'est une dame qui a carrément dit... on ne peut pas. Nous sommes condamnés. Il a dit que les Rwandais qui ont étudié ici sont des ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Tout ce que le Zaïre leur a donné, ils n'ont pas le droit, certains. Non, mais justement, voilà, on va pas. Moi, je crois qu'il y a moyen. Il faut développer une communication qui va dans ce sens où il faut faire ce distinguo entre le régime actuel qui est au Rwanda et les Rwandais qui, eux aussi, comme nous, désirent une chose, c'est vivre en paix. Maintenant, c'est un travail qui doit être fait parce que la guerre, actuellement, on est en train de le voir avec la Russie. Elle n'est pas qu'avec les armes. Elle n'est pas qu'avec les blindés. On arrive à gagner une guerre. On nous disait que la Russie allait faire une expédition rapide, punitive. Aujourd'hui, ça fait 40 jours de guerre entre la Russie. Pourquoi? Parce que le président ukrainien s'est manié. Toucher la corde sensible. Hein. Le média, la communication. Donc, il faudrait que le gouvernement RD congolais puisse intégrer cette donne dans la guerre qui sévit dans l'est du pays. Et nous, en tant que médias, je l'ai dit tout à l'heure, on a cette responsabilité dans ça. Parce qu'on n'a que ce pays, on n'a que cette nation, donc on doit tout faire et justement pour essayer également de mener cette guerre médiatique, pas contre les Rwandais, non, mais contre cette hégémonie-là de certaines personnalités rwandaises qui ne visent qu'une chose, mettre à genoux le Grand Congo. Merci Élisée Odia, merci l'intelligence de mon pays. Moi je l'ai surnommé Pilipi Yamouké, vous le savez, le petit piment là qui pique très très fort. Bolanda Mouké, vous avez senti l'intelligence et merci vraiment d'avoir passé. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence. Kosolola comme des civilisés. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous êtes contre, venez sur cette chaise-là et nous allons discuter comme des civilisés. Élisa était contre. Elle m'a appelé. Moi, j'ai dit, Élisa, j'ai tout un plateau. Viens, on va parler comme des intellectuels. Ok. D'ailleurs, c'est qui binou. Oliako fingaka. Boyakoloba. Et le message. Le message, il y a moi, la moutamayele. N'a pas pensé qu'on a l'ingala pour ça, moi, elengi. Ok. Moi, si à ma yelle, après 6 points de vue, na fingi moutouté, après 6 points de vue, na proprement. Boya koleka fauteuil rouge c'est la bino liebo le takana batena nini ko finga ka batu tout ça ça ne change rien les enjeux Elisa Lobi boko finga boba mal éduqué non boko pesa pe image malamu te ababoti na bino soni na baboti na bino boko pesa tina baboti
fauteuil ezali porte na ngeza polele boya et puis au fin la biso to sala biso elisa ebisaki bino ti bofinga to continuer nzeta mbila une fois na sali 3 fois au fin on était na continuer kaka. Merci Peter Tiani po yo lobaki nanga aussi bisaka ba pression ningisaka ote. Merci Peter. Chapeau mosala yo continue. Tokomonana Mbalasima. Spécial débat en français. Je vous aime tous et que Dieu bénisse ce pays. Je vous aime aussi les Rwandais. Hein? Ne vous en faites pas. Les Rwandais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Africains, on s'aime, même si on n'est pas parti au Qatar. Merci et à plus.